Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Kaito NBA. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief des premières journées de NBA. On a eu des matchs incroyables, que ce soit des performances collectives de fou, on va voir ça avec les Warriors, et des performances individuelles de malade mental. On commence tout de suite avec cette équipe des Warriors que j'ai trouvé vraiment impressionnante dans sa maîtrise tactique. Et on va voir donc le match contre les Lakers, donc dans la nuit d'ouverture, et le match contre les Nuggets. Alors ils ont perdu sur le back-to-back là contre Portland, mais 3 matchs en 4 jours pour une équipe presque constituée uniquement de trentenaires, c'est logique qu'ils perdent, enfin qu'ils aient moins d'énergie en tout cas. Et Portland ça va très vite. Et sur leurs deux premières victoires, je les ai trouvés vraiment ultra impressionnants dans leur maîtrise tactique comme je dis. Et donc on va voir ça tout de suite. Les Warriors, je rappelle juste le score, ils ont gagné 119-109 contre les Lakers de Los Angeles. Au niveau des stats individuelles, on a eu un excellent match de Jimmy Butler, 31 points, 4 passes, 5 rebonds. Stephen Curry a fait aussi un très bon match, même s'il a surtout été dominant face aux Nuggets, match qu'on va voir juste après. Et j'ai beaucoup aimé aussi le match de Buddy Hield. Voilà, en impact player, il est venu un petit peu faire couler cette équipe de Lakers quand elle essayait de revenir dans le quatrième quart-temps. Et c'était assez fou. Du côté des Lakers, on en parlera un petit peu plus tard avec leur match contre les Wolves. Luka, 43 points, 12 rebonds, 9 passes. C'est irréel, hein. C'est complètement irréel. À 63% au tir, ça n'a pas de sens. Mais c'était bien trop faible. DeAndre Ayton fait un match assez catastrophique, même si sur la ligne de stats ça va. Mais sinon, il fait vraiment un match assez catastrophique. Austin Reeves, pareil, une bonne ligne de stats, mais je l'ai trouvé un petit peu limite dans l'implication défensive, notamment dans l'envie, dans l'intensité qui a été mise. Et de manière générale, cette équipe des Lakers a vraiment pêché dans l'intensité sur leur premier match de la saison. Pour l'instant, on va vraiment se focus sur ces Warriors. On va faire une analyse un petit peu croisée entre le match contre les Lakers et le match contre les Nuggets. Et ensuite, on se concentrera sur les Lakers. Je tenais à le préciser. Donc, cette équipe des Lakers, elle a voulu très vite faire switcher Stephen Curry pour le mettre à défendre sur Doncic. Parce qu'il y a un avantage de taille évident, un avantage de poids. Doncic, il fait ce qu'il veut face à un joueur comme Curry en défense. Donc là, on le voit clairement. Gabe Vincent et Luka jouent un espèce de pick and roll pour faire switcher Curry sur Luka et Kuminga sur Gabe Vincent. Ça marche bien. Sur ce coup-là, ça marche très bien. On voit donc Kuminga qui a switché sur Gabe Vincent et Curry qui est sur Luka. Mais ces deux-là, Draymond Green et Curry, ils se connaissent très bien. Draymond Green directement à l'affût, qui va venir échanger les places, switcher les positions avec Curry. Et là, on voit. Donc tu te retrouves, tu passes d'avoir Curry sur toi à Draymond Green et t'as pas eu le temps de profiter de ce temps de latence parce que les Warriors sont impressionnants de maîtrise, de compréhension du jeu et de connexion en fait entre les joueurs. Ils arrivent vraiment à bien se comprendre en défense, en attaque. Et sur cette même action là, encore une fois, Rui Hachimura qui essaie de faire switcher Draymond Green sur Curry. Il reste 6 secondes, c'est un peu léger, je me souviens plus trop de l'action, mais il me semble que Draymond Green a réussi à re-switcher et que finalement c'est toujours Curry qui est sur Rui Hachimura et Draymond Green qui est sur Doncic. Pareil là encore une fois, on voit l'écran de Gabe Vincent pour Luka. L'écran de Gabe Vincent il est pas parfait, on voit que Jimmy Butler il a une marge pour passer et Curry en fait il va tout simplement se situer en drop, laisser Luka avancer pour laisser Butler le temps de revenir et revenir derrière. On le voit ici, Butler est sur Luka, Curry est sur Gabe Vincent. Alors ça va pas empêcher Luka de marquer sur la tête de Jimmy Butler, hein. Mais tout de même, les Warriors sont assez impressionnants de maîtrise défensive et de compréhension de ce qu'ils veulent faire. Et voilà, ils ont vraiment réussi à bien protéger Curry en défense. Si on passe maintenant sur le match entre les Warriors et Denver, le match qui a été gagné par les Warriors en prolongation, malgré une énorme performance d'Aaron Gordon, j'ai plus les stats précises, mais il me semble qu'il est à 50 points sans rater un seul 3 points, c'est vraiment n'importe quoi. Ici, même stratégie en fait de la part des Nuggets, ils vont vouloir faire switcher Curry cette fois-ci pas sur le meneur qui est Jamal Murray, mais sur Jokic. Donc ici, un espèce de double écran de Jokic et de Brown sur Draymond Green, Curry et Al Horford pour venir confondre un petit peu la situation. Al Horford qui est entraîné par Brown sur le côté, pendant que Jokic fait un écran sur Curry pour se libérer de Draymond Green et être défendu par Stephen Curry. Mais encore une fois, c'est extrêmement bien couvert. Jamal Murray qui fait la passe à Jokic, mais Al Horford qui a déjà eu le temps de switch de Jalen Brown à Jokic, et Stephen Curry qui a juste à se replacer sur le joueur qui est ouvert. Extrêmement bien joué par les Warriors. Jokic se retrouve dans une situation très compliquée. 5 secondes défendu par Al Horford avec Draymond Green, Kuminga et Butler qui veillent sur lui. Et aucun joueur ouvert. Il va d'ailleurs manquer le petit flotteur sur cette action. Là, encore une fois, une minute restante dans la première prolongation. 3 points d'écart pour Golden State. Et c'est le même schéma qui est adopté, qui est choisi par les Denver Nuggets. Murray et Jokic le pick and roll sur Curry pour venir s'attirer. D'ailleurs, Jokic qui va retenir Curry pour l'empêcher de switch, pour vraiment amener Murray sur Al Horford et amener Curry sur Jokic.
Mais là, cette fois-ci, c'est pas Draymond Green comme sur le match contre les Lakers. C'est pas Ford parce Ford, il est bien obligé de défendre sur Murray. Et bien cette fois-ci, c'est Kuminga, tout simplement, qui va indiquer à Curry le joueur ouvert et qui va switcher sur Jokic en tête de requête. Et Jokic se retrouve dans cette situation. Alors, elle est un peu plus confortable que tout à l'heure parce que c'est joué un peu plus tôt dans l'action et que c'est pas Ford mais c'est Kuminga, donc c'est quand même moins de taille, moins de physique. Mais c'est quand même pas idéal. Tu passes d'attaquer sur Curry en tête de raquette à prendre Draymond Green et Kuminga sur l'action. Par ces exemples, on voit les Warriors ultra impressionnants dans la compréhension du jeu adverse, dans la lecture en fait des schémas offensifs adverses pour protéger Curry tout simplement et empêcher le fait qu'il soit ciblé. Si on passe maintenant à l'attaque des Warriors, ça a été vraiment impressionnant je trouve contre les Nuggets. Cette capacité d'utiliser le pouvoir gravitationnel de Curry pour libérer des espaces en fait. Ici on voit pick and roll entre Draymond Green et Curry très haut sur le terrain. Dès le début du match, donc là on est dans le premier quart-temps, hein, on voit Brown Jokic faire une prise à deux presser Curry. Curry qui va vraiment s'éloigner le maximum possible de Draymond Green pour créer l'espace. On voit là il y a un très très bon spacing de la part des Warriors. 3 joueurs à 3 points, Kuminga, Butler, Podziemski. Alors c'est pas les meilleurs shooters mais c'est pas des peintres. Les Nuggets sont obligés de laisser de l'espace. Curry va aller ici faire la passe à Draymond Green qui est totalement ouvert en tête de raquette. Et là même s'il était défendu, je sais pas, par Murray ou Aaron Gordon, il a Butler et Podziemski complètement ouverts à 3 points dans des positions très favorables. On passe maintenant directement au quatrième quart-temps. Il y a plein d'autres exemples, mais je voulais prendre les plus marquants. Cam Johnson, il me semble, et Jokic en prise à deux sur Curry. En grosse pression, Curry qui va faire un petit demi-tour. Ici, il y a l'aide qui va venir. C'est Brown au final qui vient compléter la prise à deux. Le petit écran, le petit pick and roll. La prise à deux en fait sur Curry continue. Et là, en tête de raquette complètement ouvert. Il y a même Kuminga qui vient cutter. Si Cam Johnson resserre un petit peu plus, il y a Ford qui est complètement ouvert. Et ça se finit par une magnifique passe pour Kuminga qui va pouvoir finir dans la raquette. On a vu donc que Curry permettait de libérer de l'espace, mais cette équipe des Warriors a réussi à libérer de l'espace pour Curry. Il n'en a pas forcément besoin, mais ils arrivent à créer à Curry des tirs ouverts, et ça c'est assez impressionnant. Donc ici il y a Ford qui vient se positionner en écran sur Brown et en bloquant Jokic aussi, qui vient cutter. Petite passe de Kuminga. Jokic est en retard, Brown est sur Kuminga, parce qu'il n'y a pas eu de switch organisé. Murray va devoir resserrer. Kuminga qui sort la balle directement pour Podziemski. Et là on voit sur cette action que Cam Johnson qui était sur Curry, parce que Murray a dû resserrer, Cam Johnson il va switcher, il va aller sur Podziemski. C'est un peu une faute de défense, normalement là tu dois concéder le tir ouvert à Podziemski, pas à Curry. Évidemment, surtout dans un moment aussi chaud, tu as 5 points d'avance, tu dois pouvoir les garder, il reste 4 minutes. Et bah oui, tu dois laisser Butler, tu dois laisser Podziemski ouvert, tu dois pas laisser Curry ouvert. C'est pas le bon choix fait par Cam Johnson. Podziemski le voit très vite, extra passe vers Curry. Et là, ouais, je l'ai souligné ici, l'espace. Comment c'est possible de laisser Stephen Curry, le meilleur shooter de l'histoire, avec autant d'espace à 3 points? Et bah ça part de là en fait. Parce qu'au départ, l'action elle est pas facile. Hein. L'action elle est un peu compliquée, mais Ford il vient faire le choix parfait. Le petit écran sur Brown tout en mettant son corps en opposition à Jokic. Tac. Le cut dans la raquette qui force Murray à resserrer. Cam Johnson fait le mauvais choix et Curry est ouvert. Toujours pour libérer Curry de la défense des Nuggets, Draymond Green a été ultra utile comme d'habitude. Ce duo en pick and roll sur des écrans très hauts sur le terrain fonctionne extrêmement bien. Draymond Green, écran à droite, écran à gauche, ça met Jokic un petit peu en retard. Brown est aussi très loin du porteur de balle et de l'écran. Ici, on pourrait se dire que Jokic peut venir cut, mais il est un petit peu loin. Et surtout, Jokic, il défend un petit peu en drop coverage. J'ai vu des gens, je crois que c'était Penny Bergkamp sur Twitter qui en parlait. Très bon analyste tactique, je vous conseille. Qui parlait de Curry comme une arme anti-Jokic. Et on le voit vraiment sur cette action. Jokic, il est loin, quoi. Il est loin. Et là, encore une fois, juste par un écran, tu vois. L'intelligence de Draymond Green de venir se positionner. Cet écran, Christian Brown qui va suivre Jokic, qui va pas cut la trajectoire, qui va pas venir blitzer sur Curry, mais qui va se positionner un petit peu loin. Brown est derrière, Curry est ouvert. 117 partout, grâce à ce tir. Et c'est comme ça, en fait, que les Warriors vont revenir dans le match, parce que ils étaient menés, comme on l'a vu tout à l'heure, de 5 points. C'est comme ça que Curry va éteindre les Nuggets. C'est en se faisant des positions comme ça. Il n'en a pas besoin en plus. Mais les Warriors arrivent, par leur maîtrise tactique, par leur lecture de la défense, à obtenir des positions comme ça pour Curry. Et c'est assez impressionnant. Encore une situation 120 à 117. Là, c'est le dagger, c'est le night-night pour venir forcer la prolongation. Draymond Green, l'écran sur Murray. Encore une fois, moi je trouve Jokic vraiment fautif sur cette action. Il doit anticiper le fait qu'il va y avoir un écran. Il y a 3 points d'écart. Tu dois
tu peux pas défendre aussi loin du porteur de balle. Même s'il marque un 2 points, c'est pas grave. Tu laisses un 2 points et il y a un point d'écart et tu essaies de garder la balle le plus longtemps possible. Là, tu as Curry qui est complètement ouvert. Alors oui, il est au niveau du logo, mais c'est Stephen Curry. Il met le 3 points, évidemment. Là, ça l'explose. Night. On voit vraiment sur cette action Draymond Green qui fait l'écran à Curry, Murray qui est complètement pris dans l'écran, et Jokic, attitude passive qui est un petit peu en drop, dans un entre-deux en fait. Il est complètement dans un entre-deux qui n'est pas assumé. Et Curry évidemment qui le met ce shoot. On va maintenant un petit peu parler des Nuggets. Aaron Gordon, voilà, c'était juste pour montrer quelques statistiques qu'il y a eu au cours du match. 17 points à 5 sur 5 à 3 points. Là, il a le 3 points, donc c'est juste pour montrer ça. Et à la mi-temps, il a 25 points sur 8 tentatives, donc 7 sur 7 à 3 points. C'est du n'importe quoi. On continue un petit peu maintenant dans une analyse plus collective du jeu des Nuggets. Ces Nuggets-là, ils ont montré que ils sont toujours élites sur attaque placée, que leur jeu d'écran, leur jeu pour libérer des espaces est absolument exceptionnel ici. Brown qui fait l'écran à Jamal Murray avec Jokic en tête de raquette en pivot plaque tournante qui va venir organiser le jeu. Il est beaucoup trop fort sur cette situation-là. Avec un très très bon spacing, on voit vraiment de l'espace dans la raquette des Warriors. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un écran off-ball pour libérer Murray, c'est un double écran. C'est-à-dire que Brown fait l'écran à Murray qui va se positionner en écran sur Curry, et Brown qui profite de sa position sur Gary Payton pour venir cut dans la raquette. Voilà, ce plan il exprime très bien. Donc tu as au départ l'écran de Christian Brown pour Murray qui va pas vouloir se libérer mais faire un autre écran à Curry, donc c'est un double écran, et Brown qui profite en fait de cet écran de Murray pour venir cut totalement seul dans la raquette parce que Payton, ouais c'est Gary Payton ici, Payton est derrière lui, et Murray bloque l'aide qui est possible. Ici, position encore une fois, énormément d'espace dans la raquette des Warriors. Un double écran de Hardaway et de Jokic pour venir libérer Cam Johnson. Cam Johnson qui prend la balle, tchac, pris par Al Horford, Kuminga, Curry et qui sort la balle. Jokic a donc un 3 points ouvert, même s'il n'en a pas mis beaucoup. Mais ça part de où ? Ça part de cette équipe des Warriors qui est très concentrée sur un petit espace, d'un double écran, d'un cut de Cam Johnson, d'une bonne passe d'Aaron Gordon, et Jokic qui va voir que cette équipe des Warriors, elle est très concentrée, hop, petit pick and pop off ball, et il est complètement ouvert à 3 points. Ce jeu d'écran, comme je le disais tout à l'heure, c'est absolument pas une nouveauté dans le jeu des Nuggets, mais c'est bien de le souligner quand même. Ils sont toujours aussi forts avec ou sans Mike Malone. Encore une fois, ce jeu de double écran, ici pas pour libérer un joueur off-ball, mais pour libérer le joueur qui a la balle, Bruce Brown et Jokic pour libérer Tim Hardaway Jr. Et même une fois que Tim Hardaway Jr. est libéré, Jokic, il continue, il faisait l'écran à la base avec Bruce Brown sur Podziemski et Butler. Il continue, il se repositionne, tchac, pour faire un écran de dos à Podziemski. Bruce Brown qui fait un autre écran pour Jamal Murray. Et là, tu as une situation où tu as des mouvements partout sur le terrain, très concentrés, et une raquette, encore une fois, totalement ouverte. Et c'est des situations qui sont ultra intéressantes, parce que là, tu as un Podziemski qui est complètement hors course. Tim Hardaway Jr. dans cette position, il peut shooter. T'as un Jokic qui court vers la raquette. Butler, s'il fait le choix de venir en aide, parce que Al Horford doit défendre sur Tim Hardaway Jr. pour compenser le fait que Podziemski soit en retard, et t'as un Bruce Brown qui est ouvert. Et s'il fait pas ce choix-là, t'as un Jamal Murray qui est potentiellement ouvert, t'as un Jokic qui est potentiellement ouvert. Voilà. La défense des Warriors explose de toutes parts dans cette situation, par des mouvements permanents, par des écrans permanents. Et c'est toujours intéressant, je trouve, de regarder le jeu des Nuggets. Ça joue vraiment, vraiment super bien sur l'attaque placée. Dernier point, cette fois-ci, pas tactique sur cette équipe des Nuggets, c'est Valanciunas. Alors, je dis pas tactique, si, mais c'est parce qu'on va pas avoir des situations tactiques. Mais le recrutement de Valanciunas permis par l'économie de salaire de Cam Johnson par rapport à Michael Porter Jr., c'est une putain de recrue. Parce qu'avant, t'avais pas un pivot capable de te prendre des shoots en tête de raquette. T'avais pas un pivot capable de venir tac sur pick and roll, finir dans la raquette. T'avais pas un pivot capable de te bloquer à ce point-là un Jimmy Butler. Ici, on voit pick and roll, tout simplement. C'est ce qui manquait à cette équipe des Nuggets. En l'absence de Jokic, il y avait quasiment plus de création tactique. C'était Jamal Murray, Aaron Gordon et Christian Brown qui devaient un petit peu tout créer tout seul parce que le créateur principal n'était pas là et qu'il n'y avait pas de pivot dans cette équipe. Mais là, ils sont capables de jouer un petit peu comme avec Jokic. Enfin, pas avec Jokic qui a la balle entre les mains, mais avec un Jamal Murray qui joue avec un profil à la Jokic, parce que Valanciunas, c'est un petit peu un profil Jokic-wish, on va dire. J'aime pas dire ça, mais voilà. Et ça te permet des pick and roll. Et Valanciunas, on sait, c'est pas un top joueur, mais c'est quand même un joueur super efficace sur ce genre de situation. Et il est aussi capable, quand même, il a une bonne qualité de passe dans cette situation-là. On voit que la défense des Warriors, elle est inquiétée par ce profil. Il y a Bruce Brown qui cut en backdoor.
Il peut la remettre à Jamal Murray aussi, mais il y a Aaron Gordon complètement ouvert, alors que Aaron Gordon fait le match de sa carrière. Et là, bah, Aaron Gordon, il va finir à 3 points. Donner 4 points d'avance à Denver dans cette situation. Pareil, défensivement, on revoit juste là les stats d'Aaron Gordon, c'est quand même marrant. 9 sur 10 à 3 points, non mais c'est aberrant. Bref, on voit quand même dans cette situation, encore une fois, t'avais pas du tout cette capacité de rim protection en l'absence de Jokic avant l'arrivée de Valanciunas. Et ça t'apporte vraiment des plus-values. Tu peux faire sortir Jokic du match en te disant, ok, on va pas changer toute notre structure tactique, on va pas changer toute notre façon de jouer. On a un pivot remplaçant qui a un profil assez ressemblant, donc un profil imposant physiquement, qui est capable, qui est pas très rapide, qui n'est pas non plus le meilleur défenseur, même si quand même il est capable de venir contester des Jimmy Butler dans les airs. C'est un mec qui est bon sur pick and roll, qui a une bonne vision de jeu, très grand, imposant physiquement comme je disais, et qui n'est pas un peintre sous le panier. On va revenir maintenant au match entre les Warriors et les Lakers pour parler des Lakers, parce que il y a beaucoup de choses négatives à dire sur cette équipe de Los Angeles, sur ce match. On va faire une autre analyse croisée, on va parler du match aussi entre les Lakers et les Timberwolves par la suite. Je vais essayer de mettre des palettes de vidéos, on va voir si ça se fait strike ou pas, parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir des vidéos que d'avoir des dessins qui ne sont pas forcément clairs pour tout le monde. On va parler pour l'instant de la défense des Lakers. Défense horrible, tout simplement. Le manque d'intensité, le manque de compréhension entre les joueurs des Lakers sur ce match contre les Warriors, c'était assez criant. Ici, tu as une situation toute simple en fait. Gary Payton qui fait un écran, c'est Curry, on le voit pas mais c'est Curry, qui fait un écran à Marcus Smart pour libérer Curry, pour que ce soit pas Marcus Smart le meilleur défenseur de l'équipe adverse qui défend sur Curry, mais Doncic, qui est peut-être le moins bon défenseur de l'équipe. Non, il y a encore Austin Reeves, mais pas un top défenseur, pas aussi horrible que ce que les gens disent, mais objectivement pas un top défenseur. Et t'as quand même Gary Payton qui, en plus de faire l'écran, va venir cut pour apporter du danger, pour éloigner Marcus Smart de Curry et vraiment créer cette situation où Doncic est en ISO sur Curry. Et là, bah, Gary Payton, il se retrouve complètement ouvert. Pourquoi ? Parce que l'écran, il n'est pas parfait, et Marcus Smart, il va venir rester sur Curry, mais Doncic, il a pris l'information au préalable. Là, on voit vraiment qu'il switch sur Curry. Il y a un manque de communication entre les deux qui est assez terrible, et un manque de préparation aussi. Tu dois pouvoir préparer le match en te disant, ok, s'il y a cette situation, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on attend un peu de voir comment ça se passe, ou est-ce qu'on switch direct ? Lucas switch direct, Marcus Smart le suit, et donc du coup, bah, t'as deux joueurs sur un joueur dans une situation de jeu arrêté avec un mec qui cut, bah, le mec qui cut, il est ouvert. Buddy Hield, il va pas lui faire directement, c'est un peu gourmand, mais voilà. Passe pour Allerford, extra passe, on va dire, pour Gary Payton, qui est à ce point-là seul dans la raquette, c'est perturbant. Et ça a été un vrai problème tout au long du match contre les Warriors. Ici, on voit comment tu peux avoir Curry autant ouvert. Et ben, on va le voir. Ici, tu as Curry qui est positionné, qui lutte pour la position, qui fait un petit écran à DeAndre Ayton. Et sur Marcus Smart, voilà, une position de bloc pour un petit peu libérer de l'espace. Il continue, il veut libérer de l'espace cette fois-ci à Kuminga. Kuminga fait la passe ici à Allerford, puis Butler qui se met à 3 points, qui reçoit la passe de Allerford. Donc Curry qui fait l'écran à DeAndre Ayton pour venir libérer Kuminga, qui va cut vers le panier, et Butler qui est prêt à faire la passe laser directement. Sauf que ce qui se passe, je sais absolument pas comment on se retrouve dans cette situation, franchement c'est absolument lunaire. C'est que t'as un DeAndre Ayton qui va réussir à suivre Kuminga cette fois-ci, t'as un Marcus Smart qui va réussir à suivre Curry. Curry fait un appel contre appel, et DeAndre Ayton est dos au jeu, complètement dos au jeu. Et donc du coup tu te retrouves dans cette situation où DeAndre Ayton suit un petit peu aveuglement sans regarder ce qui se passe autour de lui Kuminga. Il se retourne, hop, bah t'as un Curry ouvert dans la raquette. Comment c'est possible de défendre aussi mal une situation ? Alors oui, c'est extrêmement bien joué par les Warriors, hein, encore une fois. Voilà, t'as du mouvement permanent, t'as Kuminga qui profite de l'écran de Curry pour se libérer une situation. Lui, il revient ici, t'as Curry, appel contre appel. Et oui, c'est compliqué à défendre, mais tu dois faire mieux. Pareil dans cette situation, Draymond Green positionné assez haut sur le terrain, un double cut de Kuminga et de Curry. Mauvaise communication encore une fois, Gabe Vincent qui a pris l'écran de Kuminga qui va continuer à suivre Curry. Et comme tout à l'heure avec Luka Doncic et Marcus Smart, manque de communication, manque de préparation. Hachimura qui va pas tout simplement suivre Kuminga pour bloquer le cut parce qu'il a vu Gabe Vincent suivait. Il va switch sur Curry, ça va complètement libérer l'espace à Kuminga. On passe maintenant au match entre les Lakers et les Wolves pour évoquer encore cette situation d'absence d'osmose collective en défense des Warriors, des Lakers pardon. Ici, donc passe Rudy Gobert pour Jaden McDaniels. T'as un Anthony Edwards qui veut se libérer, qui profite d'un écran de Gobert. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur cette situation ? C'est que t'as
DeAndre Ayton qui de base défend sur Gobert qui est un petit peu inactif. Reeves qui est sur DiVincenzo. Gabe Vincent qui va défendre agressivement sur Edwards. Hachimura qui est sur Edwards aussi. Et Randle complètement tout seul. Et là, moi je trouve ça fou. DeAndre Ayton, ok, il y a Gobert, oui, t'es en défense individuelle, mais Gobert, c'est pas une menace offensive. Randle, à 3 points dans un corner, il le met. Et là, t'as cette situation complètement lunaire où Randle, il est tout seul et personne le défend. Et juste par un écran. T'as un écran de Gobert et tu te retrouves dans cette situation sur des circuits très courts, très simples où normalement tu t'es pas là pour créer un espace aussi béant, t'es là pour créer de l'avantage parce que t'as un avantage au temps, t'as un petit espace. Tu forces en fait l'équipe à choisir. Soit tu laisses un Hachimura ou un Gabe Vincent, pardon, je reviens. Ici, soit tu laisses Hachimura sur Edwards en 1v1 avec un petit peu de retard et Gabe Vincent va pas sur Randle, soit c'est ce qui se passe. Tu vas en prise à 2 sur Edwards pour pas laisser d'espace. Et dans ce cas-là, Ayton, il doit compenser sur Randle et laisser Gobert relativement seul, défendu par Luka. Et ensuite, il y a une rotation défensive qui se met en place. Tu dois pouvoir circuler et pas juste rester sur ton joueur. Sinon, forcément, sur des situations comme ça, en fait, si tu décides de doubler, il faut qu'il y ait de la rotation défensive. Il faut que tu aies de la rotation défensive. C'est pas possible. Si tu doubles un joueur, tu peux pas juste rester sur le joueur que tu défends parce qu'il y a un autre mec qui est ouvert. Et c'est pas comme ça que tu dois défendre. Tu dois mettre une rotation défensive en place. Tu dois mettre de l'intensité, justement. Pas juste regarder ton joueur comme l'a fait Ayton, mais regarder la situation globale. Te dire, ok, quel joueur est ouvert, quel joueur est le meilleur. Et normalement, ça doit être préparé. Et peut-être que ça l'est, mais on dirait pas. Sur cette situation, et les situations qu'on a vues avant, en tout cas, on dirait pas. Autre situation, Edwards qui a la balle, défendu par Hachimura. Donc cette situation, là, elle est bien. Pour les Lakers, c'était bien. Hein. C'est un 4 contre 4 parce qu'il y a deux joueurs qui reviennent. Oui, il y a Ayton qui revient et McDaniels. La situation, normalement, elle est bonne. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui défendent la zone, qui défendent le périmètre. Tu as un Luka et un Ayton vigilants sur McDaniels et je crois que c'est Island, je sais plus qui est ce joueur, malheureusement, désolé. Mais sur cette situation, et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que Reed, il trouve la bonne passe. Et lui, il est complètement ouvert parce que Luka est beaucoup trop loin de l'action. Que Laravia est sur Randle et Luka aussi. Que Ayton défend sur personne. En fait, là, tu as Luka et Ayton qui défendent vraiment sur personne. Hachimura qui est même loin d'Anthony Edwards. Laravia qui défend pas vraiment sur Randle. En fait, tu as plein de joueurs qui défendent sur personne. Et l'attitude derrière, c'est de laisser le joueur ouvert. Enfin, voilà, je trouve ça pas normal. Et voir, pour moi, le problème, c'est Luka et Ayton. Ils sont inactifs. Complètement. Et ça rentre, bien sûr. On va aborder maintenant un autre point, mais qui, pour moi, est dans la continuité du manque d'intensité défensive des Lakers. Là, je précise, vous allez comprendre, il y a DeAndre Ayton sur le terrain. Il y a un pivot grand, compétent pour aller prendre des rebonds. Island, donc, petit pick and roll avec Gobert. Il reste que 4 secondes sur l'horloge, 3 secondes. Il est obligé de déclencher son shoot. C'est un mauvais shoot. Ça rentre pas. Rebond pris par les Wolves. Pourquoi? Parce que t'as Ayton et Laravia qui sont concentrés sur Gobert et que là t'as un trou énorme. Énorme problème de box-out. Parce que Ayton se fait dominer par Gobert, Laravia est obligé de venir en aide sur le rebond et t'as personne. Et le cirque ne s'arrête pas là. La situation continue, du coup DiVincenzo prend un shoot un petit peu tôt. Ayton à 1 mètre de l'action. Pourquoi? Ayton il défend sur Reeves. Sur Reed. Il est en drop coverage. En fait, c'est bizarre. En fait, je vais continuer. Je vais être un petit peu imprécis. Mais ici, tu as un Ayton qui est en drop coverage. Mais qui hésite à aller sur DiVincenzo. Du coup, il est dans une position où il défend pas pour venir gêner le shoot. Et il est pas non plus au rebond. Enfin, c'est pas possible. Tu dois faire un choix au bout d'un moment. Tu peux pas te situer dans cette position-là sur un shoot à 3 points. C'est un petit peu le même truc que Jokic tout à l'heure. C'est pas possible. Et là, il rate. Et d'ailleurs, on voit l'attitude de Ayton sur cette situation. C'est juste dramatique. Enfin, regardez. Hop, il marche. Il marche. Et donc, du coup, t'as Gobert qui va prendre le rebond à pas grand chose, hein, mais parce que Ayton a marché. Et derrière, hop, ça marque pour les Wolves. Tout ça parce que t'es pas capable de prendre un rebond défensif. Pareil sur cette situation. Anthony Edwards manque le lancer franc. Récupération de Reed. Bon, là, c'est un petit peu plus anecdotique. C'est normal de perdre des rebonds, mais ça s'inscrit en fait dans une dynamique du match. D'ailleurs, je crois qu'ils sont à 18 points sur seconde chance
à la mi-temps, je crois. Je crois que c'est ça la stat, les Wolves. Donc 18 points après un rebond offensif. Et là, du coup, tu permets cette situation d'arriver. Et on va y venir. Marcus Smart, récupération d'Edwards. Et ça a été le tournant du match. Et c'est peut-être le tournant du début de saison des Lakers. On va pas extrapoler. Ce bonhomme Marcus Smart, l'intensité défensive qu'il met avec Vanderbilt, et bah ça a amené les Lakers. Là, ils sont menés de 5 points. Ils finissent par gagner de 20 points. Et c'est pour moi le début de ça. C'est que t'es dominé, t'es dans une mauvaise situation. Tu te prends des rebonds offensifs de toutes parts. Ton équipe, elle est complètement à l'arrêt. T'es mou. Toutes les situations sont la tête en bas. Tu récupères la balle. Boum. T'es au sol. Tu vas faire une passe directement pour Austin Reeves qui finit. Et c'est une situation qui, pour moi, a un petit peu retourné le match. Et à partir de là, il y a eu beaucoup plus d'intensité défensive qui a été mise par les Lakers. Et souvent en l'absence de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, on va le voir plus tard, il fait un super match offensif. Offensivement, il fait un match. Il a vraiment taffé la défense des Wolves avec son duo avec Luka. Défensivement, sur le terrain, c'est pas de la plus-value, c'est même l'inverse. Donc ici, les Lakers qui jouent small ball avec Marcus Smart, avec Vanderbilt, deux super défenseurs. Et Laravia en mission sur Gobert. Et en fait, la défense en small ball, ça a super bien marché. Ils ont mis beaucoup plus d'intensité, les rotations défensives étaient ultra bien maîtrisées. Et cette action le montre parfaitement. Là, tu as un Edwards qui est sur Connect en isolation. Vanderbilt, il est venu en aide pour venir trapper Anthony Edwards. Forcément, t'es à deux sur lui, ça crée des décalages. Conley est ouvert dans le corner. Doncic aussi qui défend un petit peu sur Gobert pour venir aider Laravia parce que Gobert est plus grand. Ça ouvre complètement Nazareth. Et Marcus Smart en plus en aide sur Anthony Edwards. Donc là, tu as 3 joueurs ouverts. Sauf que la rotation défensive des Lakers, elle a bien fait le taf. Là, ça ressort Marcus Smart directement qui vient combler l'espace. Pareil, Luka qui vient combler l'espace. Et Vanderbilt qui était tout là-bas sur le terrain sur Edwards qui vient combler l'espace. Et tu passes d'une situation où tu as ces 3 joueurs ouverts à cette situation-là où tout le monde défend parfaitement. On continue. Conley, bon, il reprend le rebond, mais il rate. Et forcément, quand tu as des joueurs qui sont motivés, qui vont vite et qui se comprennent collectivement, qui effectuent la rotation défensive, ça marche beaucoup mieux. Encore une fois, sur cette situation, là juste avant la mi-temps, 63 partout, on voit les stats de Doncic. Oui, pardon, je sais plus si j'avais mentionné, mais sur ce match, oui, non, je l'ai pas mentionné. Sur ce match, il est à 49 points, 11 rebonds, 8 passes, je crois, et 34 points à la mi-temps. C'est irréel, c'est juste irréel. Et des pourcentages de fou, 9 sur 14, 4 sur 8 et 3 points, c'est n'importe quoi. On revient à cette situation défensive des Lakers. Donc ici, Luka qui défend sur Edwards, quasiment la même situation que tout à l'heure. T'as Gobert dans la raquette, défendu par un mec plus petit. Daniel, DiVincenzo, Randle vont être un petit peu ouverts. On essaie de trap à deux dans le corner Anthony Edwards, qui cette fois-ci fait directement la passe vers Jaden McDaniels. T'as un décalage qui est ouvert, t'as 3 joueurs contre 2. Reeves qui effectue la rotation. Jaden McDaniels qui ressort pour Randle. Luka qui était là, il effectue la rotation pour venir défendre sur un autre joueur. Pouf. Randle, par son drive, il vient libérer de l'espace pour DiVincenzo. Et là, c'est Hachimura qui effectue la rotation. Extra passe pour Jaden McDaniels. Vanderbilt qui effectue la rotation, qui défend bien Jaden McDaniels, qui peut peut-être shooter, il est peut-être un peu ouvert, mais il hésite, c'est pas le meilleur des shooters. Et là, il reste 4 secondes, et t'as Jaden McDaniels qui prend un shoot quasiment à 100% contesté par Vanderbilt. La défense, parfaite. C'est exactement ce que tu veux faire. Et en plus, pour le coup, même s'il n'y a pas Ayton sur le terrain, ça les empêche pas de prendre les rebonds défensifs. De manière générale, Marcus Smart et Vanderbilt qu'on voit juste ici, ils ont vraiment apporté une grosse intensité défensive, comme on l'a vu avec Marcus Smart juste avant. Et là, pareil, Vanderbilt, tac, qui vient toucher la balle, qui vient forcer le retour en zone. On revient maintenant au match Lakers-Warriors et on va parler du potentiel offensif de ces Lakers. Ils sont terrifiants. Franchement, ça peut faire très très mal ce duo Ayton-Luka. Ils apprennent à se connaître. Ça peut faire très très mal. Je suis très critique d'Ayton sur son implication défensive, sur l'intensité qu'il met dans le jeu. Mais force est de reconnaître que ça peut être terrifiant. Ça n'a pas forcément ultra bien marché contre les Warriors. On va voir pourquoi. Ils apprenaient à se connaître. C'était leur premier match qu'ils jouaient ensemble. Contre les Wolves, ça a marché du feu de Dieu. Donc pour l'instant, on reste sur ce match entre les Lakers et les Warriors. Ici, pick and roll assez classique entre Ayton et Luka. Les Warriors qui viennent chercher à deux très très haut Luka sur le terrain au niveau du logo. Prise à deux de Kuminga et Podziemski pour l'empêcher de marquer. Ayton qui est complètement libre, qui arrive en tête de raquette.
Il est seul face à Green, ça a créé un décalage pour Hachimura. Cette menace de pick and roll qu'apporte Luka, elle est pas nouvelle, et même quand c'est pas Ayton sur le terrain, bah c'est utilisé. Hein. Ça marchait tellement bien en Mavericks avec Gafford et Lively, ça marche un petit peu moins bien pour l'instant. Ayton et Luka ont jamais joué ensemble, c'est normal, et Hayes est bien moins bon que Lively et Gafford. Mais c'est quand même fait, hein. Voilà, c'est toujours une menace sur pick and roll, c'est le meilleur joueur de pick and roll de l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur ça. Hayes qui vient faire l'écran sur Gary Payton, qui se retrouve en tête de raquette. Ça a été compensé par Bodzimski, mais du coup, ça rend Smart relativement ouvert. Et Luka qui sert Hayes, et il me semble qu'il va marquer sur Allerford. Et d'ailleurs, Vanderbilt est assez ouvert, même si Vanderbilt à 3 points c'est compliqué. Mais là, quand même, on voit sur cette situation que les Warriors défendent relativement bien. Hayes n'est pas du tout la même menace que Ayton. Et Luka n'était pas forcément à son top en termes de création contre les Warriors. Il fait un super match, vraiment un super match. Contre les Wolves, il a été encore meilleur. J'ai aussi beaucoup aimé cette situation où tu as Ayton en pivot plaque tournante qui vient profiter du mouvement d'Austin Reeves et de Doncic. Donc ici, il y a Vincent qui va faire un écran à Kuminga pour venir libérer Doncic, pour faire encore une fois switch Curry sur Doncic. Ça s'inscrit dans ce qu'on disait tout à l'heure, même si là, ça va bien marcher. Austin Reeves qui va faire appel contre appel, servi par Ayton, qui va profiter d'un écran. Et t'as Luka qui profite de l'écran de Gabe Vincent, qui va cut, donc un espèce de triangle qui s'installe, tac, 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 triangle de position, pour viser cette zone-là du terrain et pour viser le match-up Doncic, Curry, et ça va très bien marcher. Doncic va marquer. On revient sur les situations de pick and roll. Encore une fois, très haut sur le terrain, Luka pressé par Gary Payton, attendu par Allerford à 2. Ayton qui fait l'écran. Ici, encore une fois, on voit ces situations de pick and roll, mais de manière générale, même si je montre toutes ces situations de pick and roll, là, ça a été assez favorable, mais vous voyez que c'est quand même vraiment bien défendu par ces Warriors qui sont pas en small ball parce que Allerford est quand même grand, mais il n'y a pas de pivot de formation sur le terrain. Il y a quasiment jamais de pivot de formation sur le terrain avec ces Warriors depuis 10 ans en fait. Mais ça marche très bien sur ces situations parce que du coup, tu as des joueurs ultra mobiles qui peuvent venir supporter le fait qu'il y ait une prise à 2 pour venir faire des rotations défensives. Cette flexibilité défensive, elle est pas du tout permise par Rudy Gobert. Alors, Rudy Gobert, ne me faites pas dire le contraire de ce que je dis. Il apporte plein de choses et c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue depuis qu'il est là. Mais on l'avait déjà vu sur la série de playoffs entre les Mavericks et les Timberwolves en 2023-2024. Quand c'est bien effectué, quand tu as un pivot qui est une vraie menace sur les pick and roll avec Luka, et bah c'est quasiment indéfendable pour une équipe comme les Timberwolves avec un Rudy Gobert. Et j'ai trouvé que les Timberwolves et Rudy Gobert en particulier ont très mal géré cette menace sur pick and roll, alors que pour le coup sur les playoffs derniers contre les Lakers, Gobert avait été vraiment bon pour gérer ces situations. Mais là, pendant tout le match, Gobert, il a un peu fait du drop coverage. Et ça n'a pas bien marché du tout, en fait. Parce que face à Luka, tu peux pas te permettre d'être à 1m50 de lui, voire 2 mètres. Voilà, c'est cette situation. Luka qui a un tir complètement ouvert, juste après un pick and roll. Beaucoup trop facile, en fait. Tu donnes des points beaucoup trop faciles à Luka. Et Chris Finch, d'ailleurs, était pas content. Encore une fois, situation très haut sur le terrain, au logo. Le petit pick and roll avec DeAndre Ayton. Là, pour le coup, c'est bien défendu. Je trouve que Naz Reid a très bien défendu sur cette situation, sur le drop. C'est-à-dire qu'il laisse le temps à Jaden McDaniels de revenir et il laisse pas trop d'espace à Ayton non plus. Mais face à Luka, c'est pas suffisant d'être là en fait. Face à Luka, c'est pas suffisant. Et c'est ça qui est trop fort en fait. C'est que tu peux défendre là, la défense n'est pas parfaite, mais la défense est quand même très bonne. Ici, petite situation encore une fois de pick and roll. Ayton, pick and roll sur Conley. Tac, Conley fait le choix de continuer à suivre Luka. Reid, pareil, encore une fois en drop coverage, même s'il est quand même assez haut sur le terrain, qui suit Luka. Et t'as un Ayton complètement libre, et surtout t'as un Luka qui a vraiment personne devant lui, parce que Naz Reid est loin. Encore une fois, là, on revient sur la critique que je faisais sur Gobert tout à l'heure. C'est que Naz Reid, ok, c'est bien le drop coverage, mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. Ici, tu peux pas laisser Luka en tête de raquette sans le contest, en fait. Soit tu le laisses ouvert et tu empêches Ayton d'être ouvert, mais tu peux pas faire ça. Et Luka, trop facile, N1 sur la tête, entre guillemets, de Naz Reid. Et même quand il n'y a pas Ayton, ces situations elles arrivent avec Lerevia, et donc ici avec Vanderbilt. Vanderbilt qui fait l'écran sur Naz Reid. Et là, non, cette situation elle est assez folle. Les Timberwolves qui ont un petit peu eu en fait le même problème que les Lakers, c'est-à-dire que des manques de compréhension. Ici voilà, t'as Vanderbilt qui fait un écran sur Reid. Reid se laisse prendre par l'écran, il s'attend du coup à ce que Gobert vienne blitzer Luka et donc vienne switch tout simplement pour empêcher des décalages. Sauf que Gobert, encore une fois en drop coverage, malgré le fait que Naz Reid n'ait pas switché et suit le joueur qui roll. Luka, il a
Là, il a 4 mètres d'espace devant lui, quoi. C'est pas normal de laisser Luka avec autant d'espace. Et bien sûr, il le met. Et tout ça, c'est dans le premier quart-temps. Et ça explique pour moi comment Luka a eu autant de points. C'est que en face, t'as une équipe qui a pas du tout su gérer sa menace sur pick and roll. Contrairement aux Warriors, alors Luka a quand même mis 42 points aux Warriors, bien sûr. Mais là, c'était des points relativement faciles pour Doncic. Il n'a pas du tout eu besoin de s'employer. Et ici, encore une fois, toujours dans le premier quart-temps, écran de Vanderbilt sur Anthony Edwards qui va venir l'attirer. Anthony Edwards qui essaie de switch, mais c'est trop tard. Gobert, encore une fois, un drop coverage qui laisse tout l'espace du monde. Et Luka, même s'il est au logo, bam, 3 points, filoche. On passe au deuxième quart-temps. Doncic défendu par Jaden McDaniels. Pick and roll avec Vanderbilt. Et là, pardon, mais sur cette situation, enfin c'est fou. En fait, faire du drop coverage face à Luka, ça marche si le mec qui défend là, il revient vite. Et que tu es capable de faire une prise à deux et d'empêcher Luka d'être trop facile. Et là, Luka, il obtient le switch qu'il voulait face à Gobert. Il a de l'espace, il a beaucoup d'espace. Et il fait absolument ce qu'il veut. Non mais regardez, il est tellement loin. Gobert est tellement loin. C'est, voilà, bon. Il le manque sur ce coup, mais tout de même, sur cette situation, c'est assez flagrant, je trouve. Encore une fois, on va le répéter, situation pick and roll. Luka qui est face à Gobert en top coverage. Ici, c'est bien effectué. Tu as, comme je disais, un drop. Et oui, pardon, depuis tout à l'heure, j'expliquais le terme drop coverage. Drop coverage, donc vous l'avez compris, c'est quand, sur ce pick and roll là, le mec qui est censé venir en aide, il va un petit peu reculer, laisser de l'espace au shooter pour bloquer la passe et permettre à l'autre de revenir sans créer de déséquilibre dans la défense. C'est une bonne défense quand c'est bien effectué, mais c'est très compliqué à ne pas tomber dans l'inactivité en fait. C'est un petit peu le problème des Wolves sur ce match. Ici, techniquement, c'est bien effectué. Jaden McDaniels qui a le temps de revenir sur Luka. Gobert qui a le temps de revenir sur Vanderbilt avant qu'il soit totalement ouvert. Mais Luka, c'est un monstre. Et il est capable de venir prendre la faute, de faire sauter son adversaire. Même si là, pour le coup, ça a été bien défendu pour les Wolves. Il fallait souligner. Il n'y a pas que Doncic qui fait des pick and roll. Ayton ici. Et là, on voit que la menace Doncic est moins présente. Gobert qui va donc venir le blitzer parce que Reeves n'a tout simplement pas forcément la qualité de passe de Luka pour venir chercher un Ayton en mismatch sur Edwards. Mais Gobert qui est pas rapide du tout, il blitz un peu trop en fait, parce que Reeves est trop rapide. Ça crée un décalage. Rui Hachimura est servi complètement ouvert. On est maintenant dans la deuxième mi-temps et c'est là que tout se déroule pour ces Lakers. Encore une fois, on voit Ayton qui fait l'écran à Luka. Luka en pénétration. Le petit tir sur Gobert qui est beaucoup trop loin. En fait, sur ce genre de situation, c'est compliqué à défendre. C'est très compliqué à défendre parce que tu fais le choix de ne pas switch, de laisser Jaden McDaniels sur Luka pour éviter le mismatch. On a vu que Gobert-Luka, ça pouvait être mauvais pour les Wolves. Mais là, Jaden McDaniels, il est derrière Luka. Et ça crée un problème en fait. Si tu décides jusqu'au bout de ne pas switch, c'est un problème. Et là, il décide au dernier moment de switch, mais Gobert est bien trop loin et Luka le voit en fait. Luka, il voit Jaden McDaniels dans l'angle mort qui va sur Ayton et il décide de prendre le shoot directement. Pouf, petit flotteur au-dessus de Gobert, c'est facile. Encore une fois, situation, je dis beaucoup de fois, encore une fois, pick and roll avec Ayton. Cette fois-ci, Luka, on le voit qui est pris très haut par Gobert, mais ça crée un décalage. Luka le voit, directement passe pour Ayton. Ayton qui est défendu par Randle, ça crée une ouverture pour Hachimura. Bon, il y a faute sur l'action, mais ça aurait pu finir bien plus mal. Et sur l'action directement après la faute, encore une fois, écran de Ayton sur McDaniels. Gobert qui est dans un entre-deux, un petit peu en drop, pas vraiment. McDaniels qui décide de continuer sur Luka qui va faire une passe très très rapide pour éliminer Jaden McDaniels de la course directement. Et là, Gobert, il est trop loin, il est beaucoup trop loin, il est encore en fait dans sa dynamique de reculer. Il est en drop, il recule, et là il n'a pas le temps de reprendre ses appuis pour venir cut la position de Ayton qui est complètement ouvert au niveau des lancers francs. Et qui met le shoot, bien évidemment. Nouvelle situation, toujours au retour des vestiaires dans le troisième quart-temps. Les 4 premières minutes du troisième quart-temps, ça a été une vraie boucherie pour cette défense de Minnesota. Luka et Ayton ont détruit leur raquette. Nouveau pick and roll, Doncic qui profite de DeAndre Ayton de l'écran. Là, cette fois-ci, le choix est fait un petit peu ce qu'avaient fait les Warriors, qui avaient plutôt bien fonctionné sur ces situations pour couper Luka de toute aide. Jaden McDaniels et Gobert qui vont venir le blitzer, venir à deux
le chercher. McDaniels est un petit peu en retard et donc du coup ça laisse de l'espace à Doncic. Et Doncic, il a des yeux partout. Ayton, il est bien défendu. Il se dit, ok, je suis doublé. Il y a Randle qui défend sur Hachimura, DiVincenzo sur Reeves et Conley sur Ayton. Gabe Vincent, il est ouvert. Je lui fais la passe. Boum. Et là, t'as Gabe Vincent. Il n'y a pas d'adversaire jusqu'au panier. Il est tout seul. Et pardon, je replay sur le tir parce que rebond offensif de Ayton. Hein. Et oui, ça a vraiment changé en deuxième mi-temps. C'était plutôt les Wolves qui avaient les rebonds offensifs de base. Ça a vraiment changé. Toujours que 3 minutes jouées dans le troisième quart-temps. Encore un pick and roll. Et cette fois-ci, on retrouve le jeu à 3 qu'on avait un petit peu vu avec les Warriors d'une manière différente. Mais Luka qui profite du pick and roll d'Ayton, qui fait la passe à Reeves. Et Reeves, tchac, qui va faire la passe à Ayton. Et Ayton, le gros dunk manqué, mais le rebond offensif de Rui Hachimura. Dernière situation qu'on va voir dans cette vidéo. Ayton, écran, double écran. Il roule vers le panier. Cette fois-ci, encore une fois, il y a eu un changement tactique de Chris Finch à la mi-temps. C'est-à-dire que Gobert est venu ne plus défendre en drop, mais venir à deux avec Jaden McDaniels. Mais Luka, il prend son temps, il est tranquille. La passe à Ayton, il vaut bien que Edwards, par rapport à la situation de tout à l'heure où Vincent était ouvert, Edwards il hésite un peu plus à venir sur Ayton directement. Ayton est ouvert sous le panier. Hop, ça pardonne pas, il finit. Donc avec tout ce qu'on a vu sur cette attaque et défense des Lakers, c'est une équipe qui est vraiment déséquilibrée. C'est une équipe qui offensivement est vraiment très très forte parce que Luka Doncic et DeAndre Ayton, c'est peut-être le meilleur duo pivot meneur de la ligue actuellement. En tout cas en menace de pick and roll, c'est absolument injouable et très compliqué à défendre. Surtout que là c'est que leur deuxième match, donc ils vont encore plus prendre leur marque. Je pense que ça va faire très très mal et si Luka continue à être en feu comme ça, ouf, attention. Par contre défensivement on a vu que il fallait qu'ils mettent de l'intensité et que Ayton et Luka pouvaient être des poids lourds en défense. Surtout Ayton en vrai je dirais. Luka pour le coup il fait pas un mauvais début de saison en termes de défense. Surtout par rapport à d'habitude, je trouve il met plus d'intensité. En tout cas la clé pour ces Lakers ça va vraiment être l'intensité défensive. Petit point aussi sur ces Wolves, on a surtout parlé des Lakers sur ce match, mais je trouve que les Wolves stagnent honnêtement. Et c'est normal, il n'y a pas de changement d'effectif, il y a même une petite régression avec le départ d'Alexander Walker. Mais je trouve que cette équipe stagne et que j'adore Chris Finch, mais il va falloir qu'ils mettent des systèmes en place pour permettre à Anthony Edwards autre chose que de l'isolation. Parce que on a vu beaucoup sur ce match, il a fait un super match Anthony Edwards pour le coup. Il a déjà fait un super match face à Portland, mais je trouve qu'il a un petit peu laissé tout seul dans des situations d'isolation où il doit un petit peu faire tout seul. Voilà. Et défensivement, on sait que Doncic c'est la bête noire de cette équipe. Même s'ils avaient bien réussi l'année dernière à le contenir, parce que Jackson Hayes, c'est pas une grande menace. Et il va falloir qu'ils s'adaptent, parce qu'ils vont affronter ces Lakers plusieurs fois, et peut-être même en playoff, ces deux équipes qui sont contenders au titre. Donc voilà, je trouve que cette équipe des Wolves est forte. C'est une équipe qui est très forte, on le sait, mais qui s'est pas vraiment renforcée cet été, qui ne s'est pas renforcée cet été. Ils ont perdu, comme je le disais tout à l'heure, Alexander Walker. Et à part Edwards, que je trouve ultra impressionnant individuellement, j'ai du mal un peu à voir cette équipe en tant que collectif, en tant qu'équipe qui met en place des habitudes tactiques, j'ai du mal à les voir performer. Contrairement, on revient aux Warriors, qui eux font un début de saison ultra impressionnant. Je les attendais absolument pas à ce niveau d'osmose collective, alors que tu as Al Ford et Jimmy Butler qui sont arrivés il y a moins d'un an. Mais franchement, c'est assez impressionnant. Et Steve Kerr, je l'ai beaucoup critiqué sur les dernières années. Je suis nul. Pardon Steve Kerr. Tu es le meilleur coach de l'histoire. C'est faux. Mais bref. Et enfin les Nuggets du coup. Pour le coup les Nuggets c'est un peu le pendant positif par rapport aux Wolves. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment changé de stratégie collective et individuelle à l'intersaison. Mais ils sont ultra bien renforcés au niveau des trades avec l'arrivée de Valanciunas, avec le retour de Bruce Brown, avec Cam Johnson qui est un Michael Porter Jr. meilleur et moins cher. Et Tim Hardaway Jr. qui apporte encore plus de shoot. Je suis ultra optimiste pour cette équipe de Denver. Alors oui, ils ont perdu, mais c'était face à une équipe des Warriors très très forte et c'était en prolongation, alors que Jokic ne fait pas le match de sa vie.